Bonjour, bonsoir à tous. C'est toujours l'émission bilan du premier semestre 2015. On va parler d'un groupe dont on parle beaucoup dans la français depuis quelques mois, PNL. Pour en parler, Stéphane, rédac chef du rap en France. Ouais, Mehdi. Merci d'être là. Genono, c'est ton vrai prénom? Mais non, quand même Mehdi. Okay. Rédac chef de Captcha Mag. Étienne de la revue Audimat et qui écrit également pour Vice. Et Nico, qui parle de rap, Pure Baking Soda, etc. Et je voudrais préciser que je ne suis pas chargeur au CNRS en fait. Ah, c'est pas vrai? Parce qu'on m'a demandé tout à l'heure après, on pensait que c'était pas une blague. D'accord, ok. Donc, c'était une blague. PNL, rapidement, on en parle beaucoup effectivement depuis quelques temps. Ils ont sorti un projet, c'était en mars, je crois, qui s'appelle Que la famille, fin mars. Début mars, pardon. Ok, qui était, je sais pas si c'est un premier album ou un premier projet ou une mixtape, enfin, ça a pris forcément beaucoup de sens. C'est un album, c'est présenté comme un album. Ok. Ok, donc parce que moi j'avais en tête le premier album qui s'appelle Le Monde Chico qui doit arriver normalement à la rentrée, mais peu importe, en tout cas c'est voilà, un groupe qui a l'air de mettre tout le monde d'accord et une sorte d'unanimité parfois un peu étonnante autour de ce groupe-là, mais en tout cas qu'on a l'air de partager ici. Peut-être commencer avec toi Stéphane. Comment est-ce que du 91 déjà? En plus, comme eux. Chez moi. C'est vrai. Je peux pas dire du mal, du coup, je me fais défoncer sinon. Non, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce groupe-là? Je sais que vous avez récemment publié, le jour où on enregistre, vous avez publié votre liste des meilleurs albums du deuxième trimestre et vous avez quand même mis PNL dedans alors que c'est sorti au premier trimestre. Hors concours, ouais, parce qu'on était passé à côté. Ouais. Mais comme beaucoup de gens qui ont découvert ça tardivement. S'il n'y avait pas eu Genono, on serait tous passés au travers, je crois. C'est vrai qu'il y a eu un lobbying assez actif sur Twitter de ta part. C'est petit maintenant. Bien que je tiens à Il lui paye des parts et tout. Et du coup Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est surprenant parce que c'est vraiment pas trop mon délire à la base, le rap autotuné comme ça. Mais il y a quelque chose de différent. C'est beaucoup plus musical que ce qu'on peut entendre chez Jul, par exemple, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est beaucoup plus intéressant lyricalement et c'est vraiment un univers cohérent. Et j'ai vraiment bien aimé le format court aussi, c'est important. Ouais, mais c'est un peu. Ouais, c'est concis, c'était très réussi. Ouais. Moi, la première personne qui en a parlé, c'est pas Genono. Même si je l'ai notamment écouté parce que tu as insisté. Non, c'est Nico. Je crois que tu avais fait un tweet, notamment il y a assez longtemps, tu avais parlé de PNL. Comment est-ce que tu as découvert le groupe? C'était avant Que la famille, je crois. Ouais, moi je les connaissais avant l'album, en fait, j'attendais l'album. Parce que je connaissais en fait un morceau qui s'appelait Mowgli qui est pas dessus. Ouais. Et que j'ai été tombé dessus, je crois par hasard, sur Twitter, à moins que ce soit Cramp. C'était un solo de la démo, ça. Ouais, c'était un solo de la démo. Ouais. Dans lequel il dit que sans l'autotune, il est claqué d'ailleurs. C'est ça, ouais. Et c'est comme ça que je les avais découverts à l'époque. Voilà, donc c'est pour ça que je connaissais un peu avant l'album, effectivement. Ouais. Et là, si on me laisse parler sur eux, j'en ai pour 2 heures. Ouais, c'est l'idée. Ok, c'est parti. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est vrai qu'en fait, ils ont une utilisation de l'autotune qui est rare en France, voire presque unique. C'est qu'il y a cette tendance en France de voir autotune comme juste un logiciel de correction vocale. On l'utilise comme si c'était un espèce de truc pour les gens qui savent pas chanter en fait. C'est ça, et aussi comme un espèce d'accessoire, comme un bling-bling, tu vois. Genre, j'ai une voix de robot, Booba, c'est ça, tu vois. Booba, lui, en interview, il dit ça me permet de faire des mélodies. Et en vrai, c'est faux, parce que les mélodies qu'il fait avec, c'est pas des trucs. En fait, il s'ouvre pas des possibilités avec l'autotune. Il se met cette voix de robot dessus, qui moi je trouve dégueulasse quand il l'utilise. Alors que PNL, en fait, je pense qu'ils arrivent avec cette voire peut-être 2e, voire 3e génération de rappeurs qui utilisent l'autotune et qui, je pense, écrivent leurs mélodies en ayant en tête ce qu'on peut faire avec. Et il y a beaucoup de rappeurs aux États-Unis qui rappent comme ça, et on a l'impression en fait, qu'ils rappent comme s'ils avaient autotune alors qu'ils l'utilisent pas, parce que c'est devenu vraiment une extension de la voix des rappeurs. Et eux, c'est, je crois, les premiers en France à avoir compris ça, en fait. Enfin, pas l'avoir compris parce que c'est pas une histoire de compréhension, mais avoir intégré ces codes-là. Et du coup, arriver à faire un rap où, avant d'écouter ce qu'ils disent, avant d'entendre les prods, en fait, ils font une mélodie avec les mots, avec la voix. Avec autotune et qui va au-delà de ce qu'on peut faire quand on n'a pas autotune, c'est-à-dire que c'est pas juste ils chantent, c'est ils vont étendre des notes. En fait, ils utilisent autotune comme si c'était un instrument, comme si c'était je sais plus comment ça s'appelle le truc de Kiké là, le truc de J-Funk là, merde. La Tollbox, voilà. Parfois, c'est limite de la Tollbox. Tu vois. Le truc de Kiké. Le truc de Kiké. Si tu nous regardes, Kiké. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est que je pense que ça a pris beaucoup de gens à revers en France. Parce que ils sont venus avec ce truc de ce qu'on appelle aux USA le Dog Boy Blues. Genre, comme dirait ces deux-là de Butterbullet qui a dit c'est la bicrave mélancolique, tu vois. C'est en gros, on parle de drogue, de deal, mais c'est pas le sujet en fait. C'est le décor.
Et ça sert juste à parler de ton mal-être, de tu te sens pas à ta place, de personne ne te comprend, de tes potes, de tes machins. Et c'est un truc que font les rappeurs de la Bay Area depuis des millénaires. Je pense notamment à le point de départ. Vraiment, ça a été les Mob Figaz. Eux, ils n'avaient pas l'autotune. Mais ils avaient déjà ce côté, je suis un dealer, j'ai une vie de dealer de drogue, mais je parle pas de ça, je parle du fait que je suis musulman, mais je dois avoir une vie impie parce que je suis obligé pour vivre de faire ça, je parle de mes potes, je parle du quotidien, et eux, il y a très peu de chances qu'ils connaissent Jaka, peut-être que je me trompe, mais il y a très peu de chances, mais je les vois un peu comme des filles spirituelles, cet esprit Dope Boy Blues qu'avait la Bay Area. Aujourd'hui, un mec comme Joe Blow, quand on l'écoute, ça ressemble vachement à PNL en fait, sans l'autotune. Parce qu'à mon avis, le côté autotune qu'a PNL, c'est parce que leur vraie influence, c'est Lil Durk, c'est Chief Keef. Lil Durk d'ailleurs, il y a des similarités même dans les acronymes, etc. C'est ça, c'est que leur album s'appelle QLF, donc que la famille, comme OTF, Only the Family, le crew de Lil Durk. Donc c'est vraiment un parallèle évident, quoi. Et même dans la façon qu'ils ont de poser, on en parlait quand on parlait des rappeurs américains qui aujourd'hui sous-mixent leur prod pour avoir une espèce juste d'ambiance derrière. Parce que c'est vrai qu'on sort de 10 ans de rap américain où c'était le producteur était roi, où en gros on parlait de Pharrell, on parlait de Timbaland, on parlait même encore récemment de Mike Will, et aujourd'hui je pense qu'on revient progressivement à ce côté, c'est le rappeur en fait qui fait la musique, et eux ils arrivent avec ce côté-là en France, c'est-à-dire que c'est drôle parce que les gens l'ont pas encore intégré, parce que quand PNL est sorti, tout le monde a dit mais qui c'est qui produit PNL, putain, c'est qui les producteurs? C'était le grand mystère. Alors tout le monde a cherché. Il y a du Steezy on the beat. Il y a du Steezy on the beat. Il y a des mecs, en fait, c'est des gamins de 16 ans qui copient des prods. Et maintenant, il y a plein de gens qui ont retrouvé les prods sur YouTube. Et en fait, les prods sont mauvaises. Enfin, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est très générique et que c'est des trucs qui sont gratuits sur Internet. Il y a 1001 rappeurs qui ont posé dessus. Tu trouves d'autres mecs qui ont rappé dessus. C'est de la merde. Parce que c'est pas les prods qui font les morceaux, c'est les voix. C'est uniquement les voix. Un peu comme ce qu'on a dit sur le Talk un peu plus tôt finalement. C'est ça, mais ce que c'est ça, c'est un peu le courant actuel du rap, c'est-à-dire de revenir à un côté très mélodique et porté par les rappeurs et non pas par les prods. Et donc ils ont ça. Et en plus de ça, il y a peut-être un deuxième niveau de lecture qu'on arrive à avoir à force de les écouter, c'est que c'est ça, ils ont un univers à eux. Ils ont cette façon de faire du name dropping de pop culture, tu vois, ils parlent de Vegeta, ils parlent de Simba, mais genre c'est pas comme quand un mec fait une rime bidon, il parle pas de Vegeta parce que ça rime avec le truc d'avant, genre tu sens qu'il y a un vrai sens, tu vois. C'est comme quand il parle de Scarface, qui est la référence la plus grillée de l'histoire du bah rap ouais. français, Mais mais il y a un truc. quand eux en parlent, c'est beaucoup moins choquant. Mais tu vois, genre, d'autres, parce que en fait. bon, j'imagine qu'ils ont entre 25 et 30 ans, ces mecs-là, ils ont été élevés avec les Disney et Dragon Ball Z, tu vois. Et donc ils maîtrisent à 100% ce que c'est Vegeta, ce que c'est Simba. Et quand tu connais leur histoire en écoutant l'album, c'est-à-dire toute leur histoire avec leur père, avec leur mère qui est pas là, bah, en fait c'est bête, hein, mais tu regardes c'est quoi l'histoire de Vegeta, l'histoire de Simba, en fait c'est leur vie aussi, tu vois. Donc c'est pas des trucs bêtes et méchants, ils se construisent vraiment une espèce de vraie mythologie en fait, avec ces références-là, et avec des trucs tout bêtes. C'est comme je disais, comme ils parlent pas du deal. En réalité, c'est vraiment juste le décor et qu'ils parlent de leur vie. Ils sont pas en mode genre je bicrave comme fait la crime ou quoi que ce soit. Et un truc qui moi me fait chier en fait, parce que tu peux interchanger les rappeurs et c'est pareil. En fait, ils vont parler du détail. Ils sont spécifiques. Ils sont pas Hervé. Voilà, ils vont parler de Hervé, tu vois. Non mais c'est con, mais ça change tout en fait. Ça fait qu'ils sont dans leur truc à eux et que il n'y a pas deux PNL, tu vois. Enfin, si, ils sont deux, mais il n'y a pas deux groupes pareils. On dit beaucoup qu'ils ont un univers à part, qu'ils sont uniques, qu'il n'y a pas de PNL. Genono, tu es d'accord avec ça, sur le fait qu'ils ressemblent à rien d'autre dans le rap français? Ah ouais, là, je pense que Nico a tout dit. Hein. Bon, on peut conclure l'émission, franchement. Il là. n'y a plus rien à dire. Ouais, bah oui, perso, j'ai jamais entendu ça avant. Je pense que personne n'a jamais entendu ça avant, d'ailleurs, dans le rap français. Moi, j'ai envie de faire une analogie qui va certainement faire bondir un peu les gens sur leur siège devant l'émission. Pour moi, le QLF, c'est un peu le mauvais œil de nos années 2015. Là. C'est quelque chose qui va complètement révolutionner le paysage rap comme français. Mauvais Oeil a changé le rap français au début des années 2000, tu penses complètement, que QLF peut faire la même chose? Tout le monde va se mettre à essayer de faire la même chose.